Bonjour, aujourd'hui on va voir des rappeurs qui auraient dû tout niquer, tout simplement. Ils avaient de l'or dans les mains et ils n'ont pas réussi à transformer l'essai. Ils étaient promus à un avenir de superstar, malheureusement le destin en a décidé autrement. Alors c'est pour des raisons souvent indépendantes de leur volonté, ça veut pas dire que les mecs n'ont pas de carrière et qu'ils ont tout plaqué pour ouvrir un camion à pizza dans le Larzac, non pas du tout. Simplement, voilà, ils n'ont pas le statut qu'ils devraient avoir. Et on commence tout de suite avec Kennedy. Alors là, attention, on est sur quelqu'un que j'affectionne particulièrement, c'est Kennedy. J'ai appelé mon chat Kennedy en son honneur, voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est Squeezie. C'est un rappeur du 94, du Val-de-Marne. Il y a beaucoup d'artistes qui viennent du 94, mais à l'époque, c'était pas le même vivier qu'aujourd'hui. Alors on avait quand même la Mafia Quinfri, 113, Idéal G, etc. C'était pas de la merde, mais voilà. Il commence le rap très jeune, à 17 ans, il sort son premier maxi, voilà, en 2000. Et les invités, c'est vraiment pas de la merde. On a Cynic, on a Diams et on a Intouchable. Et déjà, dans le quartier et en région parisienne, il se murmure que ce mec est fort. Il connaît Diams depuis le collège, vraiment l'époque. Et Diams, qui elle-même est en pleine ascension dans sa carrière, elle vient de sortir son album Premier Mandat et elle lui dit « Mais mec, je fais une tournée nationale, en fait, viens me backer sur scène, en fait. » Donc il accepte et jusqu'en 2003, il va devenir le backer officiel de Diams. Sa vision à l'époque du rap, c'est pas forcément de percer tout de suite. Il fait vraiment ça par passion. Après la tournée, il va recommencer à faire un peu de son via le label Un Temps d'Avance et il va sortir une mixtape qui s'appelle Flashback en 2005. C'est pour tous mes gars, je viens écrire une nouvelle page. J'aime pas trop jouer les stars, mais je donne des news à tous mes fans. 2003, je fonce des portes et je fais glisser tous mes potes. Je monte la porte même si elle est forte, man, la concurrence est... Ce morceau va vraiment plaire à beaucoup de gens et ça va faire du bruit. Et il va passer notamment dans les émissions spé de Skyrock par exemple. Et à l'occasion d'une interview, on demande à Booba quel rappeur il écoute en ce moment et il va répondre Kennedy. Évidemment, il va dire bah pour moi c'est l'avenir du rap français ce mec. Donc ça c'est une super nouvelle. Le magazine Groove aussi l'érige en tant que future star du rap français. Vraiment, il en est là, alors que ce ne sont que les prémices de sa carrière. Ce qu'il va faire avec cette mixtape Flashback, c'est absolument hors du commun. 30 000 ventes. 30 000 ventes en physique pour une mixtape qui investit en plus, le top album. Et tout ça en indé. Booba va le faire après avec Autopsy. Je veux dire, pour l'époque, c'est juste énorme. On entend beaucoup sa musique, on entend beaucoup sa voix, mais peu de gens savent à quoi il ressemble. Et un jour à Créteil, dans un magasin, dans une boutique, il va rencontrer Booba. Il va commencer à lui parler. Ils discutent comme ça, ils échangent sur le rap français, sur la pluie et le beau temps, sur le 49.3. Et Booba ne sait même pas qu'il est en train de parler à Kennedy, celui dont il vantait les mérites il y a de ça quelques semaines. Donc ils échangent les numéros et un peu plus tard, Kennedy va être invité sur l'album Westside de Booba en 2006 sur le morceau Je me souviens. Et moi c'est là que je le découvre. Je pète mon crâne comme disent les jeunes. Écoutez un peu comment il entre sur le morceau Je me souviens. Avant de sortir un disque, on se rappelle pas de toi. Je me souviens, mon premier Lacoste, quand toute la France dansait le Mia comme à Kenaton. Je passe mon temps à me bagarrer à l'époque, parce que le soir, mon daron cognait ma daronne, se prenait pour Mike Tyson. Westside, évidemment, ça fonctionne du feu de Dieu. Il commence à faire les premières parties d'artistes internationaux quand ils viennent en France, par exemple Akon, The Game ou Lil Wayne, il fait les premières parties. Il est sur des collabs à droite, à gauche, il y a même Freestyle chez Skyrock, mais filmé par Bouscapé, où il est au Planet Rap de Westside, et ça envoie. Je fais de l'oseille, du lever au coucher du soleil. J'ai commandé une nouvelle Kalachnikov au Père Noël. Un Glock noir tout neuf, un GPS. Et les maisons de disques veulent le signer. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller signer là où Booba est, c'est-à-dire chez Barclay, Universal. Et le problème, c'est que Barclay va signer Psychiatre de la Rime, entre-temps, et qu'ils vont sortir l'album des Psychiatres de la Rime, Les Cités d'Or, avant celui de Kennedy. Même pire, ils vont sortir l'album 09 de Booba, avant Kennedy. Ça veut dire que Kennedy est un peu mis de côté, voilà, son album est prêt pourtant. Et ce n'est un artiste qui n'est pas facile à taffer. Il est là avec sa bite et son couteau, il n'a pas vraiment d'entourage proche qui peut le conseiller dans la musique, donc il bosse avec les mecs de maison de disques, qui ne sont pas aussi jeunes qu'aujourd'hui. Ils savent faire éventuellement un refrain en invitant une chanteuse, mais Kennedy, c'est pas le thème. Kennedy, il fait ses propres refrains. Sur le premier extrait de l'album Cicatrice, Oseille, écoutez un peu le refrain. La nuit, j'arrive plus à trouver le sommeil. Faut que je fasse de l'oseille, de l'oseille, un paquet d'oseille, négro. Faut que je fasse de l'oseille. Donc voilà, il est un peu blasé parce que l'album ne sort pas, il sort des petits extraits, et pourtant, je veux dire, tout le monde le kiffe, il est très intégré dans le monde social du rap, il y a qu'à voir, le deuxième extrait qui balance, c'est le Code de la rue, Rumix. Il a quand même le droit, en attendant que les équipes daignent sortir son album, d'envoyer Flashback 2, donc la deuxième mixtape, où t'as un peu de tous les morceaux qu'il a fait à droite à gauche, qui est très bon aussi, hein, en vrai. Hein. Mais les gens attendent l'album, je veux dire, la hype est juste énorme. L'album va sortir, ça s'appelle Cicatrice, ça sort en 2009, donc c'est-à-dire 2-3 bonnes années après qu'il est signé. Mais malheureusement, les ventes ne sont pas au rendez-vous. Il vend quand même pour 8000 copies physiques, hein, je le rappelle, hein, physique. Donc c'est quand même quelque chose, mais c'est pas non plus au niveau espéré, parce qu'il a trop tardé en réalité. Donc à ce moment-là, il est colère et il dit, vous savez quoi, je me barre. Alors ils disent mais non mais reste, on va te faire une belle réédition, tu pourras faire un feat avec Akon. Il dit non, c'est terminé, je me barre.
et il s'en va. Donc il part en Indé, mais il ne peut rien sortir en termes de projet parce que contractuellement, il était obligé de sortir plusieurs albums avec Barclay. Donc en fait, il est pieds et poings liés et il ne peut rien sortir avant 2012. En 2012, il sort Sur Écoute, qui est une mixtape, malheureusement pour lui, et ça franchement, ça refroidit n'importe qui. L'album leak. La belle affaire. Donc il a un peu dégoûté le man, il va faire un peu des trucs de son côté, il va aller notamment en Europe, fitter avec des gens avec qui il a envie de fitter, sans penser forcément aux ventes ou à tout ça, parce qu'en fait, cette expérience en maison de disque l'a complètement échaudé. En fait, il est deg, lui, il voulait juste rapper, il n'était pas dans ce truc de business, de stratégie, lui c'est juste un bousier de rap. Donc il retourne un peu à la rue, il fait ses bails entre 2012 et 2015, et après il monte sa propre structure qui s'appelle Tout pour le Gang, et là, il commence à essayer de développer des jeunes, etc., avec sa science de la musique, et aussi les connaissances et ce qu'il a pu apprendre à l'époque, même en maison de disque, tout lui sert en fait. Toute son expérience lui sert. Malheureusement, Kennedy a sans doute trop tardé, il y a des gens qui sont passés devant lui, voilà, et surtout ça ne matchait pas avec l'industrie. Donc c'est dommage, Kennedy aurait pu être une star immense. Il continue, hein. Franchement il continue, allez écouter. Joke Ateyaba. Comment parler des espoirs déchus sans citer Joke / Ateyaba, évidemment. Souvent, un lieu commun qu'on retrouve chez les artistes qui essayent de justifier leurs échecs, c'est de dire qu'ils étaient trop avant-gardistes. Là, pour le coup, on est sur quelqu'un qui l'était vraiment avant-gardiste. Joke, qui nous vient de Montpellier, une ville connue évidemment pour sa vie étudiante, pour ses excès et pour ses sexy miss, et il commence sa petite carrière de son côté en mettant ses sons sur MySpace. Et c'est déjà un mec qui fuck avec l'électro dans une mouvance qu'on pourrait appeler wavy, ouais, la wave, ouais, mélange d'électro et de rap, par exemple. Il est repéré par Tequila Tex, ancien du groupe TTC, et qui a maintenant un label qui s'appelle Stunts. Le mec recherche des pépites, mais déjà un peu novatrice, un peu pointu. Et à l'époque, Joke a déjà tout d'une superstar. Que ça soit dans l'écriture, il a des punchlines énormes sur des flows complètement ricains, ce qui est fabuleux. L'image, elle est là, petit gosbo bien sapé, et la musicalité, puisqu'il pose sur des prods un peu wave, et à l'époque, bah, c'est quand même sacrément novateur. Y'a pas besoin de fusil pour des baïonnettes. Quand j'ai l'air poussé, les filles deviennent des marionnettes. Tous les coups sont couplés, mec, j'ai coupé quand même sous les tours. Les poupées tournent sous, c'est fait monter la mayonnaise. Donc dans ce label Stunts, il va sortir Prêt pour l'argent, voilà, qui est donc son premier projet. Ensuite, il se barre, voilà, il s'en va, il part en Indé, et en 2011, il va sortir tout seul, All by Himself, Prêt pour l'argent 1.5, avant d'être repéré par Oumar Samake, dont on a vu l'interview sur notre site évidemment, qui va le signer chez GoldenEye Music. Et là, sur un laps de 2 ans, Joke va faire un run de projets, Kyoto et Tokyo, 2012-2013, et là, il émerge aux yeux du grand public. Il a une esthétique très japanisante, il va au Japon faire des clips, il a son petit délire à lui, c'est fabuleux, et au bout d'un moment, son buzz est tel qu'on lui prédit vraiment un avenir radieux, on l'érige au rang de futur superstar du rap français. C'est vrai qu'il y a des sons qui tournent, qui sont complètement ouf, et qui rendent les gens complètement zinzin, par exemple MTP Anthem. Je vais les couper, gros, je vais les shooter. Je vois tous les coups dans mes coupés, je vais faire décoller ce rap game car c'est tout pété. Donc là, on arrive en 2014 et son premier album est censé le propulser à ce statut de superstar. Ils vont sortir l'album Ateyaba. Voilà, Ateyaba qui est le nom du grand-père de Joke et qui va devenir après son nouvel alias. C'est un blockbuster, il y a tout ce qu'il faut. Il y a des prods de Icaz Boy, de Midsizer, il y a justement des featuring, on est allé chercher du Ricain, du Pusha T, du Jhené Aiko, il y a du Dossé, enfin je veux dire, c'est musicalement c'est parfait, mais il va y avoir un petit détail complètement indépendant de la volonté de Joke qui va empêcher l'album d'aller atteindre des chiffres un peu plus copieux que 8000. C'est tout simplement que dans le morceau Paris, il y a un sample de Miles Davis qui n'a pas été clearé. Donc le projet est retiré des bacs en physique et il ne peut être exploité que sur iTunes. Voilà. Donc en fait, ils vont faire 8000 et puis à côté de ça, bah, le reste, ça ne compte pas quoi. Il y a aussi des petites erreurs stratégiques. Par exemple, pour sortir On est sur les nerfs, ils vont teaser en mettant une photo du visage de Rihanna. Tu méfies. Waouh, on est où les mecs là? On est où? En plus, Rihanna, elle est sur le label Def Jam, donc la carte de la provocation ici ne marche pas du tout. Il n'empêche qu'il arrive quand même à faire des petites tournées. Voilà, il fait des petits festoches. Enfin, ça va pour lui. Mais surtout en 2015, malheureusement, il y a quelque chose qui va le toucher, c'est que Booba, à qui on demande ce qu'il pense de Joke, il va dire bah, c'est un pétard mouillé, le mec il vend pas. Enfin voilà. Et mine de rien, quoi qu'on dise, Booba a quand même un impact, surtout quand c'est ton modèle. Pour Joke, je dis pas que c'est son modèle, mais c'est quelqu'un qui l'a forcément inspiré. Et surtout, Joke, c'est quelqu'un qui veut vendre à l'époque. Il veut absolument vendre. Il veut pas juste rester dans sa niche wavy. Il veut devenir global. Et global, il va le devenir dans la campagne Nike en 2017 pour la Air Vapor Max. Et il annonce ça avec le clip Vision, qui est censé être le premier extrait de Ultraviolet. Bébé, s'il te plaît, mets ta chatte là. Avec l'oseille qui rentre dans le moite là. Mon nez apparaît, ça fait pouf. J'ai la coca de couper le souffle.
tsunami, tsunami, tsunami. Vague de mots, je fais un tsunami. Donc avec Vision, il annonce aussi une tournée qui doit se finir en point d'orgue par un Olympia. Voilà, donc c'est le grand retour. Malheureusement, UV ne sortira jamais et ça devient l'Arlésienne. Donc, clairement, c'est comme le projet Detox de Dr Dre, quoi. Tout le monde l'attend, il ne veut pas le sortir et c'est sans cesse repoussé. À partir de là, ça va être repoussé sans arrêt, sans arrêt. Voilà, les gens font leur propre playlist pour dire ça pourrait être ça, Ultraviolet. Sauf que ça n'est pas ça et ça ne sort jamais. Donc à un moment donné, il faut se mouiller la nuque, il faut y aller, quoi. Même si on est très perfectionniste, il faut y aller, tout simplement. Parce que la hype est redescendue. Alors, pas celle de la fanbase d'Ateyaba, parce qu'entre-temps, il s'est appelé Ateyaba, histoire d'encore un peu plus brouiller les pistes. Pour autant, c'est quand même quelqu'un qui a ouvert pas mal de portes. Et ce qui est dommage, c'est qu'il a ouvert la porte à plein de gens. Je veux dire, aujourd'hui, s'il y a des Laylo, des Hamza, c'est pas un hasard. Moi, je ne crois pas au hasard. Quand il disait, Joke, je suis le nouveau Michael Jackson, et que t'entends Hamza dire ça, voilà, tout simplement. Donc en fait, il a ouvert la porte, sauf qu'il a oublié de rentrer. Ou alors il est rentré en dernier, et aujourd'hui, il est comme ça. Mais bon, il a plein d'enfants, personne ne l'a oublié, il a encore des gros bangers. Aujourd'hui, Mehdi Maizi, dans les Mehdi Mouse, il n'hésite pas à envoyer On est sur les nerfs, et ça c'est un beau macaron d'authenticité. Moi, ce que je pense, à titre personnel, c'est que ça lui plaît d'être dans cette position d'éternel avant-gardiste, voilà. Mais il y a toujours ce fantôme de ce qu'il aurait pu devenir s'il avait enchaîné aussi rapidement. Là, on est clairement sur un problème de perfectionnisme, en fait. Mec, s'il te plaît, go on. Némir. Alors là, Némir, c'est un mec qu'on a vu pop à un moment donné en 2012-2013 et puis qui a complètement disparu des radars. Alors, jusqu'à aujourd'hui, bien entendu, attention, il est revenu, mais il y a eu un trou franchement gigantesque. C'est un mec qui vient de Perpignan, le quartier Saint-Jacques, que vous avez pu peut-être découvrir dans les snaps de Nasdaq et Samos. Oh, elle est belle, hein. Donc il est là, il fait ses petits bails de son côté, comme tout un chacun, j'ai envie de vous dire. Et il va remporter un concours qui s'appelle le Buzz Booster, donc un concours tremplin, qui va le faire monter à Paris. Et quand il arrive à Paris, il va devenir très très proche rapidement, dans les années 2010, de l'entourage, bébé, de Dean Burbigo ou de Alpha One, avec qui il va collaborer pour des morceaux comme Wake Up ou ailleurs, qui sont d'excellente facture. Au bout de la première ligne, t'es déjà sous le charme. T'es fou, ça fait longtemps que je rime et j'en paie les charges. Ha. Je passe du rire aux larmes, ne brasse pas $1, vas-y télécharge, wow. Après ça, il va sortir un EP qui s'appelle Ailleurs, avec son producteur qui est attitré, maintenant c'est Enzo, voilà. Il a une voix... Il sait tout faire en fait. Il sait tout faire, donc pourquoi ne pas l'imaginer au sommet de la pyramide? Et à partir de là, tout va aller à 100 000 à l'heure. Et c'est malheureusement ce qui va cramer les ailes de notre ami Némir. Il va signer chez Barclay, il va partir en tournée avec Stromae pour faire ses premières parties, pour le Racine Carré Tour. Et donc là, ça va partir sur plusieurs années de tournée complètement folle. Quand on est en tournée, on sait comment ça se passe. On est là, c'est une routine qui s'installe, tu fais ton show, tu manges, tu dors, tu baises quand t'as de la chance. Et ensuite, après ça, en 2014, il va faire sa propre tournée à lui. Donc le mec ne s'arrête pas, et c'est ce qui malheureusement va causer sa perte. Alors, il est encore en vie, attention. Il n'a plus envie de faire de la musique, ça le stresse. Il est en burn-out, je peux pas dire mieux. En plus, quand t'es en tournée, c'est pas du tout le meilleur moyen pour faire de la musique, surtout quand tu donnes tes tripes dans la musique, quand tu mets ton cœur, ton œsophage. Et c'est ce que Némir fait. Donc lui, il est là, il est pas inspiré, il est pas motivé. Donc c'est tout. Stop. La ligne de vie est complètement longiligne. Ce qu'il va faire, c'est qu'entre 2013 et 2017, eh bien, il va disparaître. Alors, disparaître, on va quand même le voir sur plusieurs projets d'In Burbigo, il va être sur le projet avec Nekfeu, il va être sur le projet de Gros Mots. Bon, il fait avec les potes, ok? Il donne pour les potes. Parce que c'est normal, c'est la famille. Mais chez lui, de son côté en solo, rien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, moi je l'ai découvert sur le tard avec le morceau Princesse sur l'album Feu de Nekfeu. Je couchais avec une très très vieille femme et elle m'avait mis ce morceau, elle m'avait dit t'aimes ça le hip-hop et tout, elle m'avait mis ça, j'avais fait bah ouais, j'aime bien. Mal à l'aise dans ces événements. Donc il a beaucoup été interrogé sur cette période dans certaines interviews, notamment celle sur Bouscapé faite par Yerim Sarr. On lui demande si est-ce qu'il est une grosse feignasse ou est-ce que c'est juste par pur perfectionnisme qu'on l'a pas vu pendant autant de temps. Eh bien, un peu des deux en réalité, parce qu'il avait envie de bien faire, effectivement. Il trouvait que déjà il avait fait du solide avant, donc il avait du mal à s'y remettre. Et puis aussi, une fois que t'es paralysé et que tu n'arrives pas à bosser, c'est un cercle infernal en fait. Comment on dit ça? Un cercle vicieux. Pourtant, en 2018, il va repointer le bout de son nez et nous sortir un magnifique EP qui s'appelle Hors Série, sur lequel il y a l'excellent Zion avec PLK par exemple. Et donc là, il est de retour et il explique un peu à tout le monde que ça y est, il est prêt enfin à pouvoir sortir de la musique, que son album va arriver, et même dans certains sons, notamment Stress, il explique qu'il est très très conscient du fait qu'il y a des tas de gens qui lui sont passés devant et qu'il a tardé. Et enfin, le 6 septembre 2019 arrive son album Némir, qui porte son nom. Hein? Bon.
Il y a Nekfeu dessus, il y a Alpha One, il y a Esprit Noir, enfin il y a énormément d'invités et ça y est, le projet est là, le projet en fait finalement d'une vie parce que ça fait 6 piges qu'il est là. Et donc comme quoi la patience est une belle vertu. En plus de ça, il a eu un petit regain de buzz aussi grâce à Squeezie qui est venu le chercher pour son propre album. Est-ce que c'est bon pour vous? Franchement, ça met de la lumière sur soi, Squeezie. Et après, il nous a enquillé ça avec un nouveau projet qui s'appelle Oro en 2021 avec l'excellent FME Fuck Mon Ex avec la Lice. C-Boy. Alors là, lui, je m'en remettrai jamais, quoi. Je m'en remettrai jamais. C-Boy, c'est Bébou. Évidemment, je préfère le préciser avant ça. C'est un mec qui naît à Brazzaville. Ses parents fuient la guerre civile et il se retrouve dans des hôtels à Tours. Et puis ensuite, il arrive sur Paris avant d'arriver définitivement à Mulhouse. Et C-Boy, c'est avant tout un producteur. D'ailleurs, pour la petite anecdote, sachez qu'il a produit pour Kennedy, dont on a parlé juste avant. Et un jour, son ami qui est là pour enregistrer lui en tant que rappeur, il ramène tout son matos, donc micro, etc. Et il s'en va sans son matériel. Et le petit filou que C-Boy est à l'époque décide d'essayer. Voilà, donc il s'essaye, il rappe un petit peu, il chantonne et ça lui plaît bien. Pour briefer un peu sur le personnage, c'est donc un homme évidemment cagoulé, avec un sourire aussi inquiétant que sympathique, et il va sortir donc une série de freestyle, notamment Maillé, qui sort en 2014 et qui va taper directement dans l'œil et dans l'oreille de Booba. Mon palais costaud qui fait le show, joue le teso. Mes jacks, mes négros, ma cassette tu ne verras que à bord d'un vaisseau. J'ai 23 balais, je suis fucked up, ouais négro je plane. Quand je baisse, je suis happy comme Pharrell Williams. Booba qui est omniprésent dans ces histoires comme quoi, voilà, on n'a pas 20 ans de règne pour aucune raison. C-Boy va rapidement être signé sur le label 9-2-I, parce que je le rappelle, à cette époque, Booba est à la recherche de nouveaux talents. Il a déjà Damso, Shai, Benache, et il veut en faire quelque chose. Aussitôt dit, aussitôt fait, Booba va sortir Nero Nemesis, et dessus, il y a évidemment des morceaux avec un peu tout le monde, et il y a Zer. Il y a Zer avec Benache et C-Boy. Et là, C-Boy s'affirme. Je fais l'amour, tu refuis dans la salle du temps. Ceux qui gagnent font toujours partie de mon clan. Protéines et j'insulte vos putes de tente. Je baisse vos chéris les jours de mes détentes. Autant clan, ils étaient meilleurs que moi, il fut un temps. J'en première. Tout le monde tape sa tête là-dessus, mais ce n'est que les prémices du niquage de mer. Parce qu'en 2016, le bonhomme va arriver avec 2 nouvelles bastos marabouts. Et oui, il va sortir Moula. Encore une fois, un feat avec Booba d'ailleurs. Le couplet de Booba est incroyable. Moula, dans le boom, faut qu'on fasse un concert moula. Art de rue comme la FF. Ferrari F12, week-end à Marrakech. Pas de maladresse, tu bouges, tu meurs, donne-moi la caisse. Et également, et là c'est là que moi j'ai vraiment un coup de cœur énorme pour le bonhomme, c'est Éliminé. Un clip, mais tellement glauque, voilà, le mec il est là, il met des poulpes sous cloche, on est où là? Allô? Les entendre, c'est des grossistes, niquez vos mères, il faut se aussi. Et je m'en bats les coups si tu veux mon avis. Je suis plus intouchable que Marcy 9-2-I. Wesh. Ça crépite autour de lui, clairement. Son nom est un petit peu dans toutes les bouches, pour le dire vulgairement. Il va participer à la BO du film Divine. Et enfin, il arrive en 2017 avec un album qui s'appelle Spécial, avec une cover tout bonnement extraordinaire. Orange, le bonhomme est à l'envers dessus. Là, on se mange la claque parce que, franchement, c'est du petit lait, quoi. On a des morceaux, on a de la trappe, de l'afro. On découvre aussi qu'il est capable de conquérir un public beaucoup plus large avec Mobali. Mobali, je veux dire, c'est un single diamant. On s'est promis de s'aimer pour la vie, mais je suis fatigué. Oh là là, je suis dépassé. Mon cœur a trop dépensé. Je sais que j'ai pas que tes qualités. Cagoulé, je vois les grands-mères paniquer. Le mec est en place, il est capable de toucher un public très très large. D'ailleurs, il va le montrer notamment en allant chez Ardisson pour sa promo qui a donné cette photo légendaire avec Jean-Pierre Pernaut. Et donc, voilà, il va écouler 5000 copies. Alors c'est pas fou, mais qualitativement, l'album est incroyable et le succès critique est évidemment énorme. C'est que le premier album, c'est pas grave, 5000 ventes, c'est pas grave, il peut continuer. Il va faire pas mal de collabs et l'été suivant, il va sortir 2 extraits, dont un qui s'appelle Noir, sauf qu'il tarde. Ce n'est qu'en 2019, donc 2 ans plus tard, que là, il annonce effectivement un nouvel album, Trap Life. Et là, malheureusement, il n'y a plus grand monde au rendez-vous. Il ne fait pas de promo, il envoie les extraits un peu comme ça, mais c'est pas du tout la même chose. Donc malheureusement, ça se vautre et c'est plus que dommage. Et après ça, disparition totale du bonhomme. Plus personne ne sait où il est. On apprend plus tard qu'il n'est même plus au sein du 9-2-I, mais il n'y a pas de communiqué, il n'y a pas de... On ne sait rien. Il y a des fois des petits tweets qui pop, on dit le mec s'est mis dans la religion, il a arrêté la musique. C'est ce qui semble en fait le plus logique et le plus probable, on va dire, parce qu'il n'avait pas l'air très adapté au système médiatique et au game en général. On parle quand même d'un producteur, dans les interviews il a l'air assez timide, donc peut-être que ça ne lui a pas plu, toutes ces paillettes et tous les à côté. Peut-être que ça ne lui a pas plu. Les seuls indices qu'on a sur lui, c'est par exemple qu'il retweet des trucs sur le PSG, on s'en branle. Sur Instagram, en 2020, le seul truc qu'il a posté, c'est un extrait de son couplet sur Dunketion, qui est sur son album Trap Life. Donc c'est clairement trop maigre. Une fois, un bonhomme sur Twitter a partagé de la drill et quelqu'un l'a mentionné en disant « Oh, C-Boy, il aurait plié ça ». Et après ça, c'est le seul espoir qu'on a eu. C'est le seul espoir qu'on a eu. Un producteur qui avait l'air proche de C-Boy a mis oui, il va plier tout le monde, emoji sablier. Donc là, on s'est dit « Waouh, peut-être qu'il va revenir ». En attendant, c'était en 2020, il n'est toujours pas là. Et
on mange nos couilles, quoi. Il avait tout pour exploser. Il avait tout, il était capable de faire des hits. Il était cagoulé, mais au niveau de l'image, c'était quand même quelqu'un de très friendly. Sous l'égide de la production de Booba, je veux dire, ça aurait pu être parfait, en fait. Mais malheureusement, je pense qu'il n'était pas fait pour cette industrie. Et dans beaucoup de morceaux dans Spécial, il parle de revenir au pays, au Congo. Peut-être que c'est ce qu'il a fait. En attendant, on a toujours l'espoir, un jour, de revoir C-Boy. Le point commun de ces 4 artistes, c'est leur singularité. Chacun, pour une bonne raison, n'a pas réussi à transformer l'essai et à devenir une superstar. Joke, il était trop perfectionniste. Kennedy, problème maison de disque et laps de temps un peu trop long. Némir, pareil, avec un burn-out. Et puis C-Boy, peut-être inadéquation avec le milieu en général, peut-être trop timide, peut-être trop producteur, en fait, finalement. En tout cas, c'est bien dommage. Mettez dans les commentaires, s'il vous plaît, les artistes qui, pour vous, auraient dû exploser et ne mettez pas n'importe quoi, je vous en supplie. Bisous et à la prochaine. On s'est promis de s'aimer pour la vie, mais je suis fatigué. Oh là là, je suis dépassé.